Bonjour à tous. Voilà, on va terminer cette matinée avec une table ronde effectivement dont on a retitré le titre, enfin dont on a reformulé le titre pour être plus évidemment dans l'actualité du moment, puisque la question de savoir s'il faut un index senior se pose plus, dans la mesure où on sait que c'est un dispositif qui est prévu dans la loi, dans le projet de loi réforme des retraites, qui est actuellement en préparation et prochainement en discussion au Parlement. Et donc, il nous semblait plus intéressant de voir si cet index allait être efficace. Je vais pour commencer, rebondir sur ce qu'a dit Hippolyte Delbis tout à l'heure. Il a cité un chiffre qui dit, selon lequel 33%, grosso modo, des plus de 60 ans sont en emploi en France. On sait la France n'est pas bonne. Nous ne sommes pas bons sur le taux d'emploi des seniors. Il a dit deux tiers, grosso modo 60% en Allemagne. C'est même encore supérieur en Suède, 70%. Et donc, l'un des objectifs du projet de loi qui est en préparation, c'est de faire augmenter ce taux, avec évidemment différentes mesures. La plus médiatique, c'est celle du report de l'âge légal. Mais dans ce texte, il y a donc la création d'un index senior. C'est ce point-là qu'on va discuter ensemble maintenant. Pour cadrer les choses, je vais redire très brièvement ce qu'il y a dans le projet de loi tel qu'il circule pour le moment sur ce point. Le texte dit que l'index a pour objectif d'objectiver la place des seniors en entreprise, d'assurer la transparence en matière de gestion des âges et de valoriser les bonnes pratiques. Il ne donne pas le contenu de cet index. On ne sait pas quel type de données vont être demandées aux entreprises. Est-ce que c'est un taux d'emploi, un taux d'embauche, un taux de formation? Voilà, on ne sait pas. Et le texte renvoie la constitution de cet index à une discussion entre le patronat et les syndicats. Le texte dit toutefois qu'il pourra être adapté selon les branches professionnelles. C'est un point peut-être qui est important sur lequel on pourra revenir. Il est prévu que les entreprises rendent publics ces indicateurs par une communication externe et au sein de l'entreprise et que l'entreprise les transmette au ministère du Travail. Voilà, une communication au sein de l'entreprise, une communication externe. Et on va peut-être discuter, est-ce qu'il y a une question de name and shame derrière tout ça? On va voir si c'est ce que vous en pensez. Alors, au cas où une entreprise ne publierait pas les informations demandées, elle devra s'acquitter d'une contribution, d'une amende qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Ça, c'est un dispositif qui est un peu calqué sur ce qui existe pour l'index femmes-hommes. Voilà, cette amende sera fixée par une autorité administrative. Et dernier point, l'obligation de publication de cet index s'appliquera dès 2023 pour les entreprises de plus de 1000 salariés et à partir de juillet 2024 pour les entreprises de plus de 300 salariés. Voilà ce que dit le texte. On comprend que beaucoup de choses sont encore à négocier, à discuter. Une partie le sera probablement au Parlement. Ce qui est intéressant dans la table ronde qu'on a là, c'est qu'on a à la fois des chefs d'entreprise, on a une parlementaire, on a des chefs d'entreprise ou des dirigeants d'entreprise qui sont membres de syndicats. Donc on va pouvoir comprendre un peu pour chacun qu'est-ce qu'il faut mettre dans cet indice, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans cet indice, est-ce qu'il faut qu'il soit coercitif ou pas. Donc la première question autour de laquelle on va travailler, c'est voilà, qu'est-ce que serait un bon indice? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il sera suffisant pour atteindre l'objectif qu'on a fixé au départ, d'augmenter le taux d'emploi des plus de 60 ans? Alors pour répondre à tout ça, on accueille Astrid Panosyan-Bouvet. Vous êtes députée de Renaissance de Paris et vous êtes membre de la Commission des Affaires sociales. On accueille également Dominique Dupaty. Vous êtes fondatrice et associée du réseau H et vice-présidente en charge de l'inclusion à la CPME. À côté de vous, Jean-Hervé Lorenzi. Voilà, vous êtes plein de choses, notamment fondateur du Cercle des économistes. Alexandre Viros, vous êtes président d'Adecco France, l'un des premiers employeurs privés de France. Le premier. Le premier. Pardon. On a notre propre index et on est le premier. Vous avez votre propre index dont vous allez nous parler. Et enfin, Benoît Serre,
Vous êtes DRH de L'Oréal et vice-président de la NDRH. On va commencer avec vous, Benoît Serre, parce que vous êtes un peu à l'origine de tout ça. Oui, je suis désolé. Je ne sais pas si vous en excusez, mais vous avez, en fait, l'idée de cet index vient un peu de chez vous en 2019, donc dans un tout autre contexte. En fait, j'ai envie de vous poser 2 questions pour commencer. Est-ce que ce qui se dessine est conforme à ce que vous aviez imaginé à l'époque, première chose. Et puis deuxième chose, comment vous allez accueillir cet index dans votre propre entreprise? Oui, bonjour à tous. Effectivement, on est un peu à l'origine de cette affaire-là, mais l'histoire n'était pas la même. Et je pense que c'est important de revenir dessus. Juste un point, je crois que vous avez eu beaucoup de gens de L'Oréal ce matin. Donc là, je m'exprime plus au nom de la NDRH qu'au nom de L'Oréal, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Donc c'est important. En fait, cet index, c'est vrai que c'est nous qui avons eu cette idée-là, donc on nous le reproche assez. Mais il faut voir le contexte dans lequel l'idée était apparue. L'idée est apparue en 2018, en fait. À la fois, il y avait le premier projet de réforme des retraites, et je me souviens très bien de la conférence de président de la République en avril 2018, où il explique, qui repasse beaucoup sur les réseaux, donc je ne reviens pas sur les histoires de l'âge, mais il explique qu'effectivement, ne pas traiter le sujet de l'emploi des seniors doit être un préalable absolument fondamental à n'importe quelle réforme des retraites. Et je crois que le constat reste vrai. D'ailleurs, il faut rendre hommage à ce gouvernement d'avoir dit les deux se traitent en parallèle. C'est la première fois, finalement, quand vous regardez. Ça, c'était le contexte. La deuxième partie du contexte, c'était, vous vous en souvenez, à l'époque, le contexte de la mise en place de l'index, ce qu'on appelle PENICO, égalité femmes-hommes. Et le commentaire que nous avions fait, nous, c'était de dire, c'est très bien de faire des index pour traquer les discriminations, les inégalités qui se trouvent partout. Seulement, il y a un sujet dont personne ne parle jamais, qui est celui de la discrimination à l'embauche du fait de l'âge. Et une enquête de septembre 2022 du MEDEF le démontre. C'est ça le truc. Alors évidemment, tout de suite, quand on pense index, on pense punition, on pense ceci. Nous, c'était absolument pas notre propos. C'était dire, on ne peut pas continuer à faire comme si ce sujet n'existait pas. On est un des plus mauvais élèves de l'Europe, vous l'avez rappelé, même si, et d'ailleurs les témoignages que j'entendais à la table ronde précédente vont dans ce sens-là, les entreprises ont mieux appris à conserver leurs seniors. En revanche, elles n'ont pas vraiment appris à les embaucher. Et le problème, il est très prégnant là aujourd'hui. Donc, sur cette histoire d'index, l'histoire, elle est là, en fait. C'est pas une affaire de traquer. Moi, je suis très, très défavorable au name and shame. Je l'étais pour l'index égalité femmes-hommes. Je suis tout autant, voilà. Et je trouve ensuite que c'est plutôt pas mal de laisser les branches, parce que ce sont des sujets, deux entreprises ne se ressemblent pas en fonction de leur métier, en fonction de leur activité, etc. Donc ça, c'est un premier sujet. En revanche, ce qu'il faut suivre, l'intérêt d'un index, c'est quoi? C'est d'abord répondre, en fait, on le pense, nous, à un véritable... C'est pour ça que le Club Landois est un élément important, parce que c'est un vrai problème sociétal. On sait aujourd'hui qu'un senior qui perd son emploi, qui n'en retrouve pas à 58-59 ans, c'est une catastrophe pour lui, pour elle. C'est une catastrophe pour la génération du dessus, parce qu'on ne peut pas faire de législation sur les aidants et pas tirer les conséquences du fait que cette génération aide la génération du dessus. Et c'est une catastrophe pour souvent la génération du dessous, parce qu'elle les aide à se loger. Donc c'est un problème sociétal, ce n'est pas un problème économique en fait. C'est aussi un problème économique. Bon. La deuxième chose, je parle sous le contrôle de Jean Hervé, mais j'ai peur en fait. Donc la deuxième chose qui me paraît importante, index, on l'appelle comme vous voulez, on verra sur la deuxième partie de la table ronde, mais ce qui est important, c'est de voir que si on n'adresse pas le sujet de mesurer le taux de mobilité professionnelle, par exemple, à partir de 55 ans. Alors, on ne réglera jamais le problème. Parce qu'on sait très bien, et d'expérience, quand tout d'un coup une mobilité se met en place pour ce type de population, c'est que la carrière continue. Vous voyez, le taux d'accès à la formation, on sait très bien que le taux d'accès à la formation, il chute à 55 ans, à la fois du fait, quelquefois des entreprises, mais des personnes elles-mêmes qui pensent que, après tout, elles n'ont plus qu'à essayer de voguer à peu près jusqu'à la fin et qu'elles sont sorties. Sauf que la fin, elle se repousse. Et puis, je ne suis pas sûr que le taux d'embauche, par exemple, soit un truc obsessionnel, parce que d'une entreprise à l'autre, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on met alors dans cette Moi, index? je pense qu'il faut mettre des histoires de mobilité, de formation. Et ce que j'ai trouvé très bien, alors on a eu beaucoup d'échanges de la NDRH avec le ministère sur le sujet, c'est le rapport à la GPEC ou alors à ce qu'on appelle la GEP, c'est-à-dire la gestion des emplois et des parcours professionnels, parce que le sujet, c'est à la fois accélérer, comme on a voulu le faire pour l'index femmes-hommes d'ailleurs, accélérer le règlement du problème de manière court terme, mais surtout éviter qu'il se reproduise dans le moyen terme. Et donc, avoir une politique à l'intérieur des entreprises, poussée, partagée, très forte, d'intégrer la question de l'emploi à partir de 55 ans dans la gestion des parcours professionnels, ou la fameuse GEP, la mise en place,
c'est important parce que je trouve que, par exemple, tout le monde, ce gouvernement, je crois, ou celui précédent, je ne sais plus très bien, avait mis en place le bilan de santé. Moi, je serais pas mal qu'on mette en place un bilan de santé-compétences aussi, en fait. Pour pas qu'on nous oppose en disant, bah, après tout, les gens, ils ont plus les compétences, les technologies. D'abord, en plus, sur ce sujet de la technologie, moi, je suis plus que réservé parce que c'était peut-être vrai il y a 15 ans, ça l'est moins aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui a 55, 56 aujourd'hui, il est dans la techno depuis déjà 10 ans. Donc voilà, donc, moi, je ne suis pas très fort punitif, mais je pense que c'est intéressant de voir si la France est capable de progresser, parce que les autres pays y sont arrivés. Et puis comme il y a le sujet de la réforme des retraites, on n'est pas là pour parler de ça, ça me paraîtrait assez déraisonnable qu'on ne s'intéresse pas à ça. Sinon, compte tenu de nos chiffres, c'est un marché de dupes. Dominique Dupaty, vous insistez beaucoup pour dire qu'il ne faut pas que ce soit une usine à gaz. C'est-à-dire qu'il y a déjà un index égalité salariale femmes-hommes, il y a d'autres types évidemment plein d'autres obligations auxquelles sont soumises les entreprises. Donc voilà, quelles seraient vos lignes rouges, j'allais dire, pour que ça ne soit pas une usine à gaz? Et puis, est-ce que le fait pour le moment, d'obliger les entreprises à publier simplement sous peine d'amende, mais non pas d'atteindre certaines obligations, certains critères, enfin certains taux d'emploi ou de formation ou autres, est-ce que ça vous paraît le bon niveau sur l'échelle coercition, incitation? Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je représente, d'abord, je suis chef d'entreprise et je représente la CPME, qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises. On représente 245 000 entreprises et 4 millions de salariés. Nous, si vous voulez, je trouve que cette expérimentation, cette réflexion est évidente. Hein. Il faut la voir. Hein. Ça fait des années que les seniors, souvent, sont laissés sur le carreau. Et comme disaient les intervenants aux tables rondes précédentes, il y a beaucoup de compétences. Il y a aussi derrière un problème sociétal, des gens qui continuent à élever leurs enfants, qui ont des besoins financiers aussi et des besoins de reconnaissance. Parce que ce n'est pas parce qu'on est senior qu'on ne vaut plus rien et qu'on est bon à jeter à la poubelle. Mais si vous voulez, cette histoire d'index, moi j'appelle ça l'effet cataplasme ou l'effet pampan, pampan pas bien, hein, comme dirait l'autre. C'est-à-dire on va apprendre aux entreprises qu'il faut qu'elles fassent quelque chose. Je pense que ça peut être intéressant dans le cadre d'une réflexion sociétale, hein, globale, notamment par exemple dans le fait de stimuler aussi les jeunes, parce que les jeunes voient leurs parents, qui sont justement licenciés parce qu'ils sont âgés, etc. Et donc, ça va aussi leur donner envie de continuer une carrière, de renforcer leur employabilité. Et ça, on pense que c'est très bien. Par contre, on assiste depuis plusieurs dizaines d'années, je dirais, à une espèce de façon d'obliger les entreprises, notamment les PME, qui ont, moi j'en parle en connaissance de cause, un quotidien quand même dont il faut prendre en compte la réalité. Et c'est vrai que on nous oblige à publier des tas de trucs, etc. Alors, pourquoi pas, mais quel résultat, hein? On publie parce qu'on veut des statistiques. Et statistiques, pourquoi? Pour améliorer les choses. Est-ce que vraiment on voit que l'emploi des personnes handicapées, par exemple, a fait des bons extraordinaires, hein? C'est pas uniquement pour tenir des statistiques, c'est aussi pour... oui, pour mettre en place des choses positives. Oui, ou mettre sous les projecteurs des entreprises qui se comporteraient moins bien ou qui auraient des voilà. Alors, je suis d'accord avec vous. C'est pas uniquement à destinée comptable. Alors, je suis d'accord avec vous. Si c'est le cas, incitons, récompensons. Hein. Minorons, par exemple, les taxes, les taxes sur les salaires, hein, des seniors. Nous, on est vraiment partant pour ça. C'est-à-dire que on sait que les TPE-PME emploient beaucoup de seniors. Pourquoi? Parce que nous, on n'embauche pas au diplôme. C'est pas ça l'idée. On embauche à l'envie de faire bouger nos entreprises, de faire progresser le chiffre d'affaires et évidemment d'employer, parce que notre objectif, c'est de recruter. Moi, je recrute des seniors parce que je ne trouve pas non plus de personnes qui souhaitent aussi participer à l'emploi. Donc, j'ai embauché un senior de 65 ans, là, il n'y a pas longtemps, et il est formidable parce qu'il m'apporte énormément de choses. Mais voilà, mon message en tant que CPME, en tant que chef d'entreprise, c'est incitons,
minorons par exemple les taxes sur les salaires et bien sûr accompagnons l'employabilité. Ça, c'est très important dans les TPE-PME. Alors, on va faire réagir Astrid Panosyan-Bouvet à ce point. Est-ce que le gouvernement est prêt ou est-ce que la majorité est prête à aller dans cette direction-là? Mais avant, je voudrais entendre Jean-Hervé Lorenzi. Ça vous semble suffisant de dire, si une entreprise est vertueuse, on va la récompenser? Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait, par exemple, conditionner des aides à des bonnes performances sur cet index? Est-ce qu'il faut être un peu plus coercitif? L'index égalité femmes-hommes ne montre pas de résultats spectaculaires. Il y a une progression, mais je veux dire, pour le moment, ce n'est pas spectaculaire. Deux, trois remarques. La première, c'est que je suis bluffé par mes deux intervenants, Dominique et Benoît, qui est le créateur de toute cette opération. C'est bourré de bonnes intentions, mais on reste quand même, malheureusement, en fin de parcours, le nul de l'Europe sur l'emploi des seniors. Il faut savoir que, pardon Benoît, comme je suis un économiste, je suis obligé de traiter les sujets d'économie. Pour aller un peu plus loin que les 33% que tout le monde sort maintenant à tir d'arigot, si on avait le même taux d'emploi d'activité que la Suède, on prend toujours plutôt dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe les exemples, mais c'est vrai que ça créerait vraisemblablement quelque chose de l'ordre de 1 point, 2 points de PIB de plus. Enfin, je veux dire, on est sur des sujets qui sont majeurs et ma petite équipe et moi-même, on s'est battus sur l'idée de dire, comme d'ailleurs Benoît l'a évoqué, ou vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est en réalité beaucoup plus important que de savoir si on met... Il fallait le mettre à 64 ans, mais on ne va pas en faire le lulu un fromage jusqu'à la fin des temps. En revanche, le vrai sujet, c'est celui-là. Deuxième remarque, moi j'ai une petite expérience qui m'a beaucoup marqué. J'ai été pendant quelques années président de l'Observatoire des délais de paiement. C'est typique l'index. C'est-à-dire que l'idée de base consistait, alors c'était formidable comme job, d'abord président sur bon, il y a un moment on aime bien, et deuxième sujet, c'était, il y avait les acheteurs, les vendeurs, les trucs, etc. Évidemment, ils avaient des opinions différentes, il fallait trouver un accord. Et quand on s'apercevait que, par exemple, des grandes entreprises publiques avaient des délais de paiement qui étaient absolument géants, on sortait un index, on le sortait les résultats. Et c'était très significatif. Et les résultats étaient exactement les mêmes que pour l'employabilité des seniors. On était les plus mauvais en Europe. C'était plus mauvais. Moi, j'ai passé 3-4 ans, on faisait ici ou à côté une conférence de presse avec le ministre. Ça n'intéressait absolument personne. Alors, on avait des chiffres qui ne voulaient pas dire grand-chose. C'était il y a 15 jours, 30 jours, etc. Enfin, tout le baratin habituel. Jusqu'au moment où on a décidé un dispositif coercitif de sanction. Et là, chers amis, la vie a changé. C'est que brutalement, les gens se sont, ont considéré que ça devenait un sujet important. Je me souviens que la dernière conférence de presse que j'ai eue, ça satisfaisait mon ego, il y avait plein de journalistes, tout ça. Puis on donnait la liste des gens et on disait de combien ils étaient punis. Alors après... De tempérament, je ne suis pas trop pour les coercitions trop stupides, trop brutales. Mais là, il faut y aller ou pas? Est-ce qu'il faut y aller là, sur ce point-là? Attendez, il faut le faire. Et à ce moment-là, on est en 2 ans. Alors c'est ça le problème, c'est qu'il faut aller très vite. Parce que le dispositif de l'index est problématique. Parce qu'on va démarrer, on va dire, c'est-à-dire on est à 10%. Quand je dis 10% pour les deux seniors, je suis quand même très optimiste. On est 10%. Et il faut attendre 3 ans pour voir si on est passé de 10 à 12. Et là, on va commencer à se dire, oui, est-ce qu'il faut une coercition, etc. Il faut trouver la même chose que pour l'Observatoire, c'est-à-dire des chiffres qui sont analysés, non pas en évolution, mais de manière très l'instant déterminé, et considérer que ce n'est pas une bonne chose. Alors moi, je suis assez d'accord avec Dominique. À ce moment-là, il faut mettre un peu d'argent sur la table. D'ailleurs, vous êtes la représentante des CEPME, je n'ai pas été très surpris de ce que vous avez dit. Et en réalité, c'est plutôt positif que négatif. C'est-à-dire qu'on ne punit pas celui qui ne se conduit pas bien, on favorise celui qui se conduit bien. C'est une bonne méthode, Et voilà. Mais il est clair que, 1, c'est le sujet numéro 1, beaucoup plus important que n'importe quel autre sujet. 2, qu'il y a une interprétation, et je termine juste là-dessus. J'ai beaucoup réfléchi sur cette histoire de pourquoi
Est-ce que les Français, à 29 ans et demi, brutalement deviennent vachement travailleurs et à 59 ans et demi, deviennent brutalement paresseux? La même personne. C'est quand même un truc curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est notre rapport au travail qui a fait que, au fond, les mêmes gens, les générations qui viennent, ils sont aussi travailleurs que les précédents, ou aussi paresseux, il n'y a aucun changement. Ça, c'est du baratin de dire que les Français sont paresseux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai essayé de voir une des raisons, c'est une hypothèse que je soulève. Est-ce que vous vous souvenez, mais vous êtes tous beaucoup trop jeunes, surtout Benoît. Je suis en train de lui vendre. On est tous très jeunes. On est tous très jeunes. Je lui favorise. L'idée est que, vous en souvenez, les pré-retraites, 1 million de pré-retraites, c'est géant, 1 million de pré-retraites, ont démarré, alors paradoxe, c'est Raymond Barre qui les a lancés. Absolument. Ouais. C'est vraiment un paradoxe, en 75. Et on a vécu avec cette idée depuis 40 ans, 50 ans, qu'au fond, la retraite, tout ça, c'était la solution au problème de déséquilibre sur le marché du travail, etc. C'est une hypothèse qui n'est pas stupide. Et non, elle n'est pas stupide. Et je trouve que tu l'as dit Benoît tout à l'heure, on est sur un sujet sociétal, c'est un sujet de représentation. On en parlait avec Astrid juste avant. On est sur un sujet qui n'est pas purement quantitatif. C'est toute la société française qui fonctionne aux deux extrémités du marché du travail. Et c'est ça qu'il faut essayer de résoudre, le repenser. Et si j'étais conseiller du gouvernement, je leur dirais, faites des assises, des rapports entre les Français et le travail, ce serait vachement malin. Alors là, vous empiétez un peu sur la deuxième partie. Est-ce que ce sera suffisant? Mais je voudrais qu'on reste sur la question de l'index. Dites-nous, Astrid Panosyan-Bouvet, ça ne sortira pas de cette salle, mais dites-nous dans quel état d'esprit est la majorité. Est-ce que, par exemple, vous êtes prêts? Est-ce que le groupe Renaissance est prêt à soutenir une proposition telle que l'a formulée Dominique Dupaty, d'être incitatif, de mettre un peu d'argent sur la table et de récompenser les entreprises qui se comportent bien? Je ne vais pas vous dire dans quel état est la majorité, mais je peux vous dire dans quel état je suis. C'est modestement. Et d'ailleurs, j'ai écrit une tribune aujourd'hui dans La Croix sur précisément cette question de l'index. Ce qui a été dit par Dominique et Benoît, je me permets de vous appeler par vos prénoms, est très juste. Et je pense qu'il faut que la loi n'aille pas trop dans le détail comme elle a trop souvent tendance à le faire. Et donc, je pense qu'il faut aussi laisser aux partenaires sociaux la question sur quels critères on va constituer cet index. Parce que ça peut dépendre des branches professionnelles. Il faut que ça reste effectivement, comme le dit Madame, très concret, Dominique, très concret, pour que ça puisse être aussi s'approprié par toutes les entreprises. À la différence peut-être de l'index femmes-hommes, qui demandait une forme de technicité également dans les historiques de rémunération et qui demandait du coup aussi de la ressource pour pouvoir collecter et analyser la donnée. Donc quelque chose de simple, opérationnel. Je pense que les chiffres qui ont été donnés, enfin les quelques exemples qui ont été donnés ici sont très concrets et très franchement mobilisables par les entreprises, quelle que soit leur taille. Parce que là où vous avez indiqué les seuils, moi je pense que les seuils de 1000 salariés à aujourd'hui et puis 300 juillet 2024, ils sont moins ambitieux que les seuils qui sont peut-être pour l'index égalité professionnelle qui commence pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et alors vous écrivez effectivement dans la tribune que vous avez écrite pour La Croix que vous êtes pour Moi je suis pour un abaissement de ces seuils parce que je pense que ce sont des défis nationaux, je le pense, mais encore faut-il que les indicateurs restent simples. Et je pense que le taux de formation, le taux de mobilité, c'est des choses qui sont très franchement disponibles dans tous les services de personnel bien tenus des entreprises, quelles qu'elles soient. Parce qu'encore faut-il que les équipes, elles sont d'abord là pour travailler, elles ne sont pas nécessairement là pour faire du reporting. Hein. Ça, il faut quand même aussi se le rappeler. Ensuite, moi, j'aime la manière dont cet index a été pensé initialement par l'Association nationale des DRH et les entreprises du club landois. C'est d'abord un index qui doit permettre de prendre conscience de ses propres pratiques. Voilà. Parce que je pense, comme l'a dit Jean-Hervé, que ça fait 50 ans que même si les systèmes de pré-retraite ont terminé, c'est resté très fort dans les pratiques et dans les esprits. Il y a des représentations culturelles très fortes là-dessus. Et là où je pense qu'on a quelque chose de nouveau, c'est que le maintien des seniors sur le marché du travail, c'est pas, ou la sortie précoce, c'est pas une fatalité. La Finlande, quand elle a commencé
à s'attaquer à ce sujet, elle avait des taux d'activité similaires, voire même plus bas que les nôtres. Par contre, on verra, c'est un programme tout azimut, hein, et l'index senior est certainement pas suffisant. Mais donc, il faut que ça reste très concret pour pouvoir s'adresser à toutes les entreprises et que ce soit quelque chose qui puisse être d'abord un instrument de prise de conscience de ses propres pratiques et de comparaison. Et alors, pardon, j'insiste sur la question de la récompense qui semblait faire un peu l'unanimité. Pour moi, la récompense, elle doit s'intégrer pas tellement dans l'index que dans un programme beaucoup plus large qui est celui de la sécurité, la santé au travail, parce qu'on n'est pas très bon, la formation professionnelle tout au long de la vie. C'est vrai qu'on a un système de formation professionnelle qui forme paradoxalement plus les jeunes et les cadres, et moins les personnes en seconde partie de carrière ou ceux qui ont une formation initiale plus faible. C'est la question de la souplesse des modalités de départ à la retraite. Il y a des choses très intéressantes dans ce projet de retraite. Donc, c'est un plan tout azimut, et à ce moment-là, on pourra effectivement parler. Et là où je vous rejoins, non pas être dans la sanction, mais dans la valorisation financière des entreprises qui se conforment aux bonnes pratiques. Merci. Pour être concret, donc vous appelez à élargir cet index aux entreprises de plus de 50 salariés. Voilà, donc c'est effectivement... Encore faut-il que les critères soient simples, et facilement mobilisables. Sinon, ce sera une usine à gaz, et je ne veux pas créer des usines à gaz pour nos entreprises. On va terminer ce premier tour de table avec vous, Alexandre Viros. Donc, vous avez une forme d'index qui existait déjà chez Adecco. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous l'avez conçu ? Oui, et puis, je sais que vous avez une vision large sur ce qui existe au niveau européen. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce point-là? Nous, on a la chance d'être présents dans 60 pays, donc on voit, ça confirme tout à fait ce que vous dites, avec les Nordiques qui sont des héros, les Latins qui sont un peu honteux, et puis les Français entre les deux qui se cherchent. Sur un index, d'abord, je tiens à le dire en tant que patron de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on en a besoin. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne sait pas mesurer. Il faut être sûr qu'on mesure quelque chose qui est mesurable, donc pas d'usine à gaz. Et ça, ce que j'aime bien, c'est que c'est pragmatique, parce que les équipes ne sont pas là pour faire du reporting, mais enfin, il faut quand même du reporting, parce que sinon, c'est complètement éthéré et on fait n'importe quoi. Donc ça, c'est, je pense, le premier point. Le deuxième point, mais ça c'est ce qui va, je pense, c'est pour ça qu'il faut qu'à un moment donné, on enjambe cette réforme et qu'on passe aux choses sérieuses et qu'on change l'état d'esprit sur le travail des seniors. Et c'est ce que, ce que vous disiez, ce que Jean Hervé disait aussi, c'est-à-dire que pour les seniors, ou ceux qu'on appelle les seniors, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que tous les 5 ans, il y a une réforme en disant qu'il faut travailler plus longtemps, et en même temps, au niveau des entreprises, il y a une espèce d'acceptabilité sociale, voire une espèce de volonté en fait de les pousser vers la sortie le plus vite possible, parce que pour tout le monde, c'est quand même beaucoup plus acceptable de sortir les seniors que les jeunes, pour être très direct. Et donc ça, il faut complètement qu'on change. Donc ça va être la deuxième partie de la discussion, j'espère, parce que c'est ça qu'il faut changer. Et ailleurs, dans les autres pays, c'est beaucoup plus pragmatique. Alors ensuite, pour mettre un peu les pieds dans le plat, et puis pour qu'on ait des frottements féconds dans cette discussion, j'ai pas un amour particulier du censeur, mais je pense que c'est super. Moi, j'adore avoir des bonus. Mais en fait, je pense que un petit poil de coercition aussi pour sentir qu'il y a un peu de mouvement et que tout ça est quand même suffisamment tonique est pas mal non plus. Donc moi, si je prends bonus-malus sur assurance chômage, par exemple un autre sujet, finalement sur les intérimaires, comme par hasard, en fait, la durée d'émission a augmenté de 15% en très peu de temps, donc comme quoi ça marche. Alors, j'aime pas le terme bonus-malus, parce que ça fait un peu catéchisme, désolé pour le groupe Bayard d'ailleurs, mais je veux dire, j'aime bien les raisonnements parfaitement, enfin, me disant simplement, il y a des incitations et puis des désincitations. Donc, faut peut-être super inciter, en se disant c'est génial parce que j'étais vraiment bon élève, et donc en fait ça vaut le jeu, le jeu en vaut la chandelle. Mais en même temps, si vraiment je reste, comment dirais-je, un peu collé à mes mauvais résultats durablement et qu'il ne se passe rien, finalement c'est complètement virtuel. Et il faudra qu'on change secteur par secteur, parce qu'il y a des secteurs où il y a naturellement beaucoup de... Puis secteur par secteur est problématique, c'est-à-dire il y a l'embauche et le maintien des seniors. J'ai fait une partie de ma carrière dans la tech. Très honnêtement, je pense que c'est pas le secteur le plus vertueux en matière de seniors. Donc là, j'attaque personne, mais j'attaque quand même en disant, à un moment donné, il faut se réveiller, parce que il y a les femmes, bien entendu, et il y a
pas beaucoup de seniors. Et j'ai même vu des cas où on a dit, en fait, finalement, s'ils ont plus de 40 ou 45 ans, en fait, ils ne sauront pas faire parce qu'ils ne sauront pas s'adapter à un environnement qu'on veut absolument, un environnement de start-up. Donc, je pense que c'est l'occasion, collectivement, de remettre un certain nombre de sujets sur ce que c'est qu'une trajectoire professionnelle et qu'on voit la trajectoire professionnelle du début à la fin en passant par le milieu. Et d'ailleurs, j'arrête, sur la fuite sémantique, je pensais à ce que disait Philippe tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on refroidisse un peu le débat parce qu'il y a trop de mots qui vont dans tous les sens. Nous, on parle par exemple beaucoup de mi-carrière, en fait, tout simplement en disant, ou la dimension de check-up, quoi. C'est-à-dire, j'arrive à 40 ou 45 ans, je fais une espèce de check-up. Souvent, on a des biais cognitifs, donc il faut les faire plutôt tôt que tard parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Donc, il faut se dire, bon voilà, c'est le moment de regarder un peu où j'en suis et comment je me projette dans mon avenir professionnel. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais partager. Alors c'est intéressant que vous mettiez effectivement les pieds dans le plat parce que ce système de bonus-malus, il est porté, enfin il est défendu par les syndicats, par des tas de gens quand même sur l'index. Donc voilà, je ne sais pas quelle sera la fin de l'histoire. Mais en tout cas... je pense qu'il faut à un moment donné se pencher aussi sur la conditionnalité des aides. Hein. Je le pense parce que sur des défis nationaux comme l'égalité professionnelle ou la question de l'intégration des seniors sur le marché du travail, c'est finalement la collectivité qui va le payer, soit pour corriger sur le moment, soit justement au moment des départs en retraite. Donc il y a un vrai sujet et il faut que tout le monde s'en empare. Et quand je dis tout le monde s'en empare, c'est pas simplement les chefs d'entreprise, c'est aussi les syndicats. Je pense que cette question a parfois été un petit peu éludée par les syndicats eux-mêmes, par les chefs d'équipe, par les salariés, parce qu'il y a 50 ans de représentation culturelle derrière. Alors, donc moi je suis sur une conditionnalité, mais qui est plus large que simplement sur l'index. Sinon, voilà. Et pour répondre peut-être à la deuxième partie de votre plateau, est-ce que c'est suffisant ou non? Non, c'est clairement pas suffisant. Il faut un plan de bataille complet qui adresse toutes les problématiques aujourd'hui de la vie au travail. Et je pense qu'il faut qu'on parle toujours autant d'emploi, de plein emploi. On a beaucoup parlé du temps de travail ces dernières décennies, mais finalement, on a peu parlé de travail. Et je pense que c'est aussi ça qui explique l'anxiété autour de la retraite, parce que c'est le reflet du monde du travail et d'une vie au travail. Quelle serait la première mesure qu'il faudrait prendre selon vous sur ce plan de bataille? C'est-à-dire comment on change de paradigme, comment on incite les employeurs, peut-être les seniors eux-mêmes, les syndicats à opérer ce changement culturel alors qu'on est au tout début du processus là. Alors moi j'aimerais bien entendre aussi nos collègues du plateau. C'est s'attaquer simultanément à tous les points. Donc c'est la santé, la prévention. C'est le check-up mid-carrière ou mi-carrière, et effectivement avec ce bilan de compétences, avec la formation professionnelle. C'est la capacité aussi à offrir de la souplesse au moment des départs en retraite ou pour anticiper, parce qu'on a peut-être envie de moins travailler pour pouvoir s'occuper d'un aidant, d'un parent qui est aussi en perte d'autonomie. Ou parce qu'on a envie de faire de l'associatif. Enfin voilà, c'est les différentes. Donc santé au travail, c'est formation professionnelle, c'est souplesse dans les modalités de deuxième partie de carrière. Et puis c'est également cette question de coût. Moi je pense que ce soit sur les sujets de cotisation, moi j'ai envie de regarder ça. Il y avait des propositions de l'Institut Montaigne, il faut de regarder. Et puis les questions de conditionnalité des aides, à un moment donné, il va falloir aussi s'y pencher, même si je sais que le ministre que j'affectionne beaucoup de cette maison, Bruno Le Maire, a quelques réticences sur le sujet. Benoît Serre, sur ce changement culturel. Est-ce que l'index va régler le problème? La réponse est non. Tout simplement parce que le problème est tellement énorme que ce n'est pas avec un index qu'on va le régler. Alors, je pense qu'effectivement, ce qui manque, à ce stade, il y a l'intention annoncée par le gouvernement de lier les sujets seniors à la réforme des retraites, et ça, moi, je m'en réjouis. Par contre, je n'ai toujours pas vu de politique senior. Vraiment. Or, on a été capable par le passé de mettre en place la politique pour les jeunes, le fameux plan Un jeune, une solution, là, et on a vu que ça marchait. On a vu que ça marchait sous deux angles, en fait. Le premier, c'est que l'État a poussé quelque chose, et notamment, à ce moment, la tendance à l'apprentissage, en disant les entreprises, vraiment, il faut développer. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je crois qu'on est à près de 900 000. Donc, ça veut dire que les entreprises savent prendre le relais quand l'État s'implique vraiment. Alors, j'allais sur incitation, punition, j'ai dit une bêtise, punition, etc., je ne sais pas trop, mais je vais vous donner un exemple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un exemple,
Nous, on avait proposé, par exemple, que la cotisation CPF soit doublée à partir de 45 ans, de passer de 500 à 1000 euros, de manière à ce que les gens aient les moyens d'aller chercher peut-être cette deuxième partie de carrière, par eux-mêmes, ou etc. Ça, c'est un élément, ça, on ne peut pas faire plus concret, en fait. Et un deuxième élément auquel je songe beaucoup, dont j'ai eu l'occasion d'en parler avec un certain nombre de membres du gouvernement, c'est que, comment, quand je discute avec les seniors, quel est leur sujet? Leur sujet, pour une partie d'entre eux, il est double. Il est d'un côté d'atteindre le taux plein, et les grandes entreprises savent le faire, puisqu'elles ont les moyens. Donc, c'est les congés de fin de carrière, vous connaissez ça tout ça par cœur, donc ça, c'est facile, en fait. Mais les PME ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, résout le problème d'atteindre le taux plein. Ce sujet-là, il est assez important, parce qu'en fait, on sait que parmi les freins, qui ne sont pas culturels en l'occurrence, mais qui sont... c'est de dire, oh là, si je recrute quelqu'un à 59, 60, je peux quand même me le taper jusqu'à 70, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais l'accompagner, etc., etc. Donc s'il y avait une sorte de sécurisation qui fait qu'au moment où cette personne atteint au taux plein, alors le CDI peut être remis en cause, par exemple, par le biais d'une rupture conventionnelle individuelle pré-programmée. Je vous assure, je suis absolument convaincu que ça détendrait beaucoup les entreprises. Parce que dans les PME comme ailleurs, se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais en faire à 65, machin. Donc quand la personne atteint le taux plein, alors d'une certaine manière, et pour ça que je parle de rupture conventionnelle, parce que par convention, les deux conviennent qu'on arrête. Ou, par convention, les deux conviennent qu'on continue. Et qu'on continue pour 1 an, pour 6 mois, ça dépend. Donc je pense que ça serait... Et là, l'État peut jouer un rôle considérable là-dedans, alors d'incitation, de baisse des taux, des charges, que vous voulez, je ne sais pas trop bien. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, ça va peut-être vous paraître un peu surprenant, mais depuis que j'ai eu cette idée saugrenue de parler d'index senior, j'ai beaucoup été interrogé sur les seniors. Et à chaque fois, on me sort le mentorat, le tutorat, le truc, le machin. C'est très bien. Mais tant qu'on continuera à dire que le maintien en emploi des seniors passe par le tutorat, le mentorat, la transmission, le truc, on en fera des salariés de demi-zone. Un senior qui a... Moi, je suis très âgé. Un senior dans une entreprise, il veut d'abord être considéré comme un salarié comme un autre. Sanctionnable, responsable, reconnu, avec des projets, etc. Il en a marre qu'on vienne le voir à 60 ans, bon alors on va te garder, mais par contre, ça serait bien que tu fasses transmission du tutorat, du machin. Certains l'aiment. Je pense que tant qu'on parlera comme ça, il faut le faire. C'est une grande entreprise, on pense au temps partiel senior d'Orange, etc. Il y a des choses qui sont très intelligentes. Mais tant qu'on réduira la gestion de l'emploi des seniors dans l'entreprise à la question du tutorat et de mentorat, on en fera des demi-salariés et donc ça ne résoudra pas le problème, ça ne fera que l'aggraver. Voilà ce que je pense. Et après, je pense que l'État doit absolument, avec les entreprises, mettre en place un vrai plan. Est-ce que ça s'appelle un senior une solution? Vous l'appelez comme vous voulez. Parce qu'on peut, l'index ne résoudra pas. C'est un vrai plan, en fait, sur la question de la compétence, de la carrière, de l'organisation des métiers. Alexandre Je voulais juste réagir à ce que vient de dire Benoît, parce que cette question du mentorat et du tutorat, c'est quelque chose que, personnellement, je voudrais qu'on n'en parle plus même dans la boîte, parce que quelqu'un m'avait dit, on est abonné au tricot et au macramé. Vous voyez, et c'est très condescendant, et ça c'est terrible parce que ça a l'effet inverse. Et donc effectivement, comme le disait Benoît, ça fait des espèces de salariés de seconde zone, et ça renforce l'idée qu'on les garde un peu malgré soi. Et je pense à ça. Donc il y a beaucoup de choses. Moi je suis d'accord, il faut un plan senior, ça peut comme il y a eu un plan pour mi-carrière ou post-mi-carrière, et puis comme il y a eu un plan pour les jeunes qui a quand même vraiment fonctionné, parce qu'on a pris nos responsabilités. On a vu que quand on était incité, on pouvait prendre nos responsabilités. Je pense qu'il faut lier la même chose avec plus de profondeur. L'index n'y suffira pas, mais c'est la condition nécessaire, mais pas suffisante. Et ensuite, pour enjamber la réforme, il faut vraiment un changement culturel qui ne se décrète pas, mais par un changement de tout un tas de pratiques managériales. Moi, je suis surpris parce que dans toutes les boîtes, par exemple, vous avez des advisory boards avec des jeunes. Donc, vous les faites réagir sur tout un tas de sujets. Et parfois, c'est super parce qu'ils vous apportent un nouveau regard. Et d'autres fois, c'est un peu les castors juniors, si vous voulez. Et c'est pas grave parce qu'en fait, chacun a sa fonction et son expérience. Mais nous, en fait, ce que j'étais frappé de voir dans notre propre entreprise, qu'on avait des salariés qui avaient 20 ans, 25 ans, 32 ans d'expérience dans la boîte, qui veulent surtout pas être cantonnés à macramé, tricot, machin, mais qui disent en fait,
même sur l'évolution des outils technologiques qu'ils connaissent, puisque en fait, ils ont un mobile, ils regardent Netflix, certains draguent sur Tinder. En fait, ils disent, mais j'ai des choses à apporter sur les nouvelles fonctionnalités pour le recrutement et autres. Donc, il y a tout ça qu'on doit changer. Et je pense qu'après, on peut le matérialiser par la formation, la mobilité, la qualité du check-up, la façon dont les entreprises auront ou n'auront pas pris leurs responsabilités dans ces moments clés de la vie de leurs salariés. Dominique Dupaty, dans les entreprises que vous avez au sein de la CPME, est-ce que vous percevez ces discriminations à l'embauche et qu'est-ce que vous estimez nécessaire pour justement les dépasser? Alors, d'abord, je ne peux pas parler pour des milliers d'entreprises TPE, PME, évidemment. Chacune a sa réalité, chacune a son territoire. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, nous, on est demandeurs d'emploi. Hein, c'est-à-dire, on souhaite que tous qui souhaitent venir travailler avec nous viennent. Moi, j'ai été interrogée, par exemple, sur est-ce que les TPE, PME discriminent ? Je dis, on n'en a pas les moyens. On n'en a pas les moyens. Je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de Benoît, c'est-à-dire que, voilà, faisons en sorte qu'il y ait vraiment un plan, qu'on nous incite aussi à recruter, qu'on nous aide aussi à le faire. Et surtout, moi, ce qui me frappe depuis le début, je trouve que ces tables rondes sont passionnantes, c'est cette espèce de clivage. Encore une fois, hein, les seniors, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, etc. Je pense qu'on aura réussi notre coup si on arrête de cliver. Et je trouve que justement l'intervention de mes petits camarades sur cette table ronde est intéressante parce qu'on dit prenons les choses dès le départ, c'est-à-dire apprenons aussi aux enfants à aimer le travail. Alors ça, c'est un gros mot, hein, le mot travail, il y a peu de temps. Quelqu'un d'un parti de gauche nous l'a valorisé, nous on est tombé de notre siège et le mot travail c'est quelque chose auquel on tient parce que ça donne la dignité à tout le monde. Le mot travail est relatif à la dignité d'une personne dans la société et nous en sommes absolument convaincus. Donc le fait d'accompagner les TPE-PME vers une meilleure conscience, d'accompagner l'employabilité, ça c'est sûr, il faut qu'on y aille et on souhaite y aller. La CPME travaille beaucoup à ce niveau-là, sur justement comment accompagner l'employabilité, parce que c'est un sujet fondamental pour tout le monde. Mais prenons les choses de manière peut-être moins clivante pour accompagner tout le monde, qu'il soit jeune, senior. Il y a eu une intervention ce matin en disant on dit senior, est-ce qu'on ne peut pas changer de terme ? Je trouve que c'est une très bonne idée. Est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres termes que jeune, senior, etc. Voilà, donc voilà. Ou jeune pour tout le monde, ou jeune en envie de travailler, quoi. Voilà. Jean-Hervé Lorenzi, je vais poser une question peut-être un peu provocante, mais est-ce que on a parlé beaucoup des entreprises et des incitations à embaucher. Est-ce qu'il ne faut pas aussi parler des seniors et des incitations à être embauchés ? Voilà. Est-ce que c'est un angle mort de nos discussions ? Est-ce que la question de la réforme d'assurance chômage, là par exemple, avec le fait de perdre une partie de son assurance chômage, va inciter qu'est-ce que vous voyez sur le marché du travail ? Est-ce qu'on est dans cette situation où il faut aussi peut-être trouver les moyens d'inciter les seniors à être embauchés ? Je ne vais pas répondre à cette question parce que je ne suis pas capable d'y répondre. Je vais juste dire deux choses. On est tous d'accord sur le fait qu'il y a un problème sociétal. Je trouve qu'on l'aborde plus ou moins bien par l'histoire des retraites. Mais il y a deux éléments qu'il faut avoir dans vos réflexions, et je le dis puisque sur le point de vue des économistes. La première remarque, elle est essentielle. D'ailleurs, j'en profite pour dire ça à Alexandre. ADECO a ouvert, en réalité, a sorti un chiffre qui est hallucinant. Hein. Le nombre de postes créés en 2023, 4,5 millions, ça montre qu'il y a une rupture absolue dans ce qu'a été le marché du travail français pendant, on va dire, 40 ans, 30 ans, c'est-à-dire un marché du travail dans lequel les gens avaient le sentiment que l'offre était supérieure à la demande, et hop, on est en train de basculer dans un marché qui est l'inverse, où la demande est supérieure à l'offre. Demande au sens demande des entreprises.
c'est le point essentiel. Il faut bien comprendre que l'organisation même du marché du travail, elle est liée à cet équilibre. Et qu'est-ce qui est déterminant dans cette opération? Il se trouve que dans le chiffre que j'ai sorti, franchement, j'ai failli envoyer une note d'honoraire parce que j'ai tellement parlé du chiffre d'Adecco, et l'étude d'Adecco, non mais elle est très importante parce qu'elle en ordre de grandeur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va supprimer 4 500 000 personnes. Ça, c'est manpower. Ça veut dire, c'est important. on est rappelé à l'ordre là. Oui, exactement. Non, mais allez-y. Alors, donc, premier point très important à comprendre, c'est que la manière dont nous devons réfléchir n'est pas la même que le discours dans lequel nous avons été pendant 30 ans, la fatalité, la préférence française pour le chômage, enfin, tout le baratin qui correspond à une situation. La deuxième chose, qui est toujours un point de vue d'économiste, qui est que, un peu partout dans le monde, nous avons analysé finalement l'évolution des marchés du travail comme étant une évolution de bipolarisation du marché du travail, avec d'un côté des qualifiés, vous tous, nous tous, bien payés, contents, satisfaits, et avec des carrières, et puis une majorité de gens, quand on prend les 200 000 emplois, moi j'ai fait l'étude sur le marché du travail américain, les 200 000 emplois créés chaque mois aux États-Unis, on n'a jamais eu une proportion aussi importante de non qualifiés. Mais le point fondamental de notre société, la société française, je ne peux pas dire sur les autres sociétés, c'est qu'on ne passe pas du non qualifié au qualifié. C'est ça la deuxième aspect majeur. Il n'y a pas de progression de carrière, il n'y a pas de perspective. Et au fond, que ce soit pour les 700 000 emplois qu'Adecco avait découvert, enfin, chiffrés dans la restauration, on trouve tous les trucs habituels, la restauration, l'hôtellerie, la sécurité, tout ça. Entre ces chiffres absolument géants et le fait que d'un côté comme de l'autre, les vieux comme les jeunes, ils n'ont pas très envie d'y aller. C'est pas qu'ils sont pas paresseux, c'est pas passé, conditions de travail mauvaises, de rémunération mauvaise, et surtout, point de vue essentiel, pas de perspective, il n'y a pas de possibilité de passer d'un job qui est quand même un peu, disons, pas passionnant, le moins qu'on puisse dire. Et ce thème-là de la perspective, ce mot-là, vous trouvez les mots de carrière longue, on trouve les mots de pénibilité, on ne trouve pas les mots de perspective. Évidemment, perspective, ça rejoint tout ce qui a été dit par mes camarades, c'est-à-dire la formation professionnelle, et une formation professionnelle qui... Alors, on insiste beaucoup sur le fait qu'elle est complètement inutile à partir de 50 ans, parce que c'est la cuisine végane, ça c'est mon expression, et la culture aztèque, mais rien qui permette en réalité de donner aux gens qui ont une perspective. Dernier chiffre. Rapidement. Oui, rapidement. Mais tout le monde s'est exprimé, donc moi aussi. Les Danemark, 30% de la population active en permanence, 30% qui est en formation. Et formation, ça veut dire progression. Merci. Je vais donner du coup le mot de conclusion à Astrid. Je pense que c'est une question, ça va bien au-delà de la question économique et sociale, en fait. C'est une vraie question politique qui est de pouvoir choisir, trouver sa place et poursuivre sa petite part de rêve à chaque étape de sa vie. Donc c'est pour ça que cette question des seniors comme des jeunes est absolument essentielle. Merci à tous. C'était passionnant, rapide, mais merci à tous.